Le CAUE de l'Hérault a souhaité présenter à Montpellier, dans ses locaux, l'exposition Matières grises produite en 2014-2015 par le pavillon de l'Arsenal à Paris, donc sur le thème du réemploi dans le bâtiment. C'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité car il concerne donc le contexte environnemental mais aussi économique et social. En France, il faut savoir que le secteur du bâtiment représente 43% de la consommation énergétique et 23% des gaz à effet de serre. En parallèle, on a 46 millions de tonnes de déchets qui sont produits par le secteur du bâtiment et une part infime de ces matériaux est réemployée alors que 90% pourraient être réutilisables. Par ailleurs, le réemploi génère 50 fois plus d'emplois que le recyclage et 200 fois plus que l'élimination classique des déchets. Alors, à l'heure actuelle, nous avons vraiment une pénurie planétaire des ressources. Le coût des matières premières s'envole et, à titre d'exemple, le prix de l'acier a augmenté de 73% entre décembre 2020 et en un an, et décembre 2021. Donc, les enjeux du secteur du bâtiment sont à la fois économiques, sociaux et environnementaux. Cette exposition qui a été présentée pour la première fois au pavillon de l'Arsenal à Paris, avait pour commissaires scientifiques Julien Chopin et Nicolas Delon du collectif Encore Heureux. Elle présente 75 projets réalisés au niveau international. Et donc l'actualité, même s'il semble un petit peu précurseur et encore tâtonnant dans leur expérimentation, l'actualité du contexte réglementaire les rend vraiment importants à observer. Parce qu'il y a d'une part la mise en place de la réglementation environnementale, donc la RE 2020, et d'autre part la loi AGEC qui s'applique depuis janvier 2022, qui est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui vient d'entrer en vigueur, qui est une réglementation pour une économie circulaire, qui entend accélérer le changement des modèles de production et de consommation afin de limiter les déchets, de préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat. Et cette loi fixe aux professionnels du bâtiment des objectifs accrus de réemploi et de recyclage. Elle prévoit également des fonds dédiés à leur financement, d'où l'intérêt pour le CAUE de présenter cette exposition. Et par ailleurs, donc, nous nous sommes associés au Centre d'Art La Fenêtre pour présenter les 75 projets dans leur ensemble, dans nos deux lieux à Montpellier. Par la suite, donc, cette exposition sera prêtée à la Manufacture des Pays, qui la présentera dans le tiers-lieu de la distillerie, pour que vraiment l'ensemble du territoire de l'Hérault soit concerné et puisse découvrir tous les exemples qui sont vraiment intéressants que nous allons pouvoir découvrir ensemble. Les 75 projets qui sont présentés dans le cadre de cette exposition sont répartis en différents thèmes. Nous allons voir d'une part le mobilier, les murs, la menuiserie, la charpente, la façade et les cloisons. Donc pour commencer avec le premier de ces thèmes, le mobilier, nous allons voir par exemple ce projet donc à Évry-sur-Seine. En France, c'est des gravats de chantier de démolition qui ont été réutilisés pour concevoir un prototype de banc public. Et donc c'est un matériau noble qui a été produit, que l'on appelle même le marbre d'Issy, à partir de gravats inertes qui étaient considérés comme des déchets et seraient devenus inutilisables habituellement. Alors ici, nous sommes sur l'île Saint-Denis, en France également, et c'est dans le cadre d'un festival d'architecture expérimentale qui s'intitule Le Grand Détournement que l'on a conçu ces luminaires qui en fait sont fabriqués à base de matériaux récupérés, donc des tubes métalliques d'un réseau anti-incendie et des skydomes. Donc ce sont des prototypes, mais c'est vrai qu'on se rend compte que dans le cadre de festivals, souvent on produit beaucoup de déchets et l'idée là c'était d'essayer d'utiliser cette ressource à disposition pour créer des objets qui soient également fonctionnels. Donc ils s'appellent les glaneuses, ces luminaires, du fait de on a glané différents matériaux de récupération pour les réaliser.
ce projet s'inscrit dans le cadre d'un programme universitaire et l'on voit ici d'anciens logements locatifs HLM de l'Allemagne de l'Est qui ont été démolis puisque n'étant plus adaptés aux conditions de vie actuelles. Et l'idée, ça a été de créer un prototype de logement conçu à partir des dalles de béton récupérées sur ce chantier de démolition. Et ce prototype de maison a été présenté à la Biennale de Venise en 2007. Donc, il s'appelle le Platen Palast. Et en fait, le gisement, comme on le voit avec l'importance de ces bâtiments, est vraiment très important, mais peu de clients sont intéressés pour l'instant par ce type d'habitat. Donc ce projet semble peut-être un petit peu anecdotique, mais il est assez intéressant parce que c'est un entrepreneur, Alfred Heineken, donc, qui produit les bières, qui, en voyage aux Caraïbes, se rend compte que sur les plages, il découvre d'innombrables bouteilles de bière abandonnées. Il s'en sent quand même responsable parce que certaines portent son nom. Donc son idée, ça a été de transformer ces bouteilles de façon à ce qu'elles puissent changer d'usage et être réemployées sous forme de briques porteuses, donc en imaginant ce procédé astucieux de bouteilles qui s'emboîtent les unes dans les autres. Et un prototype a été construit sur la propriété même d'Alfred Heineken. Vous voyez les murs construits avec ces bouteilles et à l'aide de 100 000 briques qui ont été produites. Mais en fait, on s'est rendu compte que les débouchés commerciaux étaient extrêmement limités. Mais c'est intéressant parce que cela montre que des entreprises peuvent prendre conscience aussi des déchets qu'elles génèrent et essayer de trouver des solutions. Donc ce projet est intéressant pour cela. Ici, c'est un centre d'hébergement associatif, donc on est dans l'Illinois, à Chicago. Et ce centre d'hébergement n'était possible que grâce aux dons de particuliers ou d'entreprises. Alors la particularité, c'est que le bâtiment, les murs du bâtiment, la structure même porteuse a pu être élevée au fur et à mesure de ces dons. Ce qui fait que, évidemment, les couleurs du béton sont différentes parce que cela dépend des matériaux qui le constituent et qu'on ne peut pas choisir d'avance. Mais alors l'idée astucieuse, cela a été au lieu de faire des assises horizontales, de transformer cette contrainte en un atout. Parce que vraiment, le joint de reprise, normalement, entre deux banches, c'est le cauchemar des architectes. Et là, au contraire, cela se transforme en ondes qui ont un aspect presque poétique. Et l'on voit également qu'en partant de rien comme matériau dont on dispose et simplement dedans, on arrive à créer un bâtiment qui a une architecture extrêmement intéressante. Et même, donc, c'est vraiment esthétique, l'aspect de ces façades. Alors, cet exemple illustre bien la résilience d'un territoire. Donc, en 2008, en Chine, se produit un terrible tremblement de terre qui détruit presque entièrement une ville, la ville de Yuanshuan, comme on le voit sur la photo. Et l'idée, ça a été de reconstituer des briques pour reconstruire les bâtiments qui utilisent les gravats de ces matériaux en les mélangeant à de la paille. Parce qu'évidemment, dans ce contexte, il y avait pénurie de matériaux de construction. Et on voit donc l'aspect actuel de ces bâtiments qui ont été reconstruits de cette façon semi-industrialisée. Les projets de réemploi font souvent appel à l'imagination. Il faut essayer de découvrir d'autres usages des matériaux initiaux. Et cet exemple de cette maison aux États-Unis, en Alabama, l'illustre parfaitement. Ce sont des étudiants en architecture qui ont eu l'idée d'utiliser des piles de moquettes qui étaient abandonnées dans un entrepôt. Et c'est d'autant plus intéressant qu'il faut à peu près 4 à 8 ans pour que les émanations toxiques d'une moquette s'évaporent, disparaissent. Et c'est justement au bout de 8 ans en principe qu'on remplace les moquettes. Donc au moment où elles ne sont plus du tout nocives. Donc là, cette idée était vraiment très intéressante et on voit que les murs donc, sont construits avec ces piles de moquettes, évidemment un toit très largement débordant pour protéger de la pluie. Et ce procédé constructif a donné son nom à la maison qui s'appelle Lucy Carpet House. Et bien sûr,
il faut en parallèle de ces projets qu'il y ait un contrôle. Et les architectes travaillent avec les ingénieurs. Et dans ce cas-là, il y a eu tous les contrôles possibles d'ingénieurs pour s'assurer de la résistance au feu et à toutes les agressions biologiques et également de non-toxicité. Ils se sont tous avérés concluants. Donc ce bâtiment a pu être bâti de la sorte. Et on voit là aussi qu'en résultat, en termes architecturaux, c'est vraiment un exemple très intéressant. Voilà, là on a un gros plan sur les murs de moquette et on voit l'irrégularité, donc des assises selon le cas. Alors un autre exemple ici à Amsterdam, aux Pays-Bas. Il s'agit d'un bar qui a été installé dans un espace public et qui est entièrement composé de matériaux de récupération, mais qui ont été commandés via un site internet. Le projet a fait l'objet d'une communication spécifique et pour susciter davantage d'adhésion, les responsables de ce projet ont décidé de raconter l'histoire des propriétaires de ces matériaux. Ce qui fait que ce projet est devenu très populaire et cela a facilité l'obtention de l'autorisation de construire. Donc, parmi les matériaux qui ont été achetés, il y a 3 unités de construction de services d'urgence hospitalière, 42 fenêtres, 10 lucarnes, du bois, des toilettes, des miroirs, des carreaux de céramique verte, des carreaux en céramique blanche, de la peinture et des vis. Donc, autant cet aspect hétérogène des fenêtres peut a priori interroger, mais quand on regarde l'ensemble, on se rend compte qu'on réussit à créer une certaine homogénéité à partir de matériaux qui étaient très disparates au départ. Alors, les différents projets qui sont présentés dans le cadre de cette exposition sont pour certains très ambitieux. Nous allons le voir prochainement avec le bâtiment du Conseil de l'Union européenne, ou très modeste comme celui-ci. C'est une cuisine collective et là encore, ce sont des étudiants de l'école d'architecture de Paris-Belleville qui ont construit avec les habitants ce petit bâtiment modeste. Les habitants ont collecté d'anciennes menuiseries et toute la partie isolation est faite à partir de vêtements recyclés. D'autre part, des fabricants d'éléments en polycarbonate, des entreprises, ont donné des éléments pour ce projet. Ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus d'étudiants dans les écoles d'architecture travaillent sur ce sujet, parce qu'on sent qu'on est vraiment à une époque charnière où on ne peut pas continuer à produire, concevoir, consommer comme auparavant, qu'il faut vraiment réutiliser la matière qui serait destinée à être éliminée et qu'il faut trouver de nouveaux usages avec beaucoup plus d'inventivité et en avançant peut-être un petit peu plus vite que la réglementation, en la devançant peut-être un petit peu, mais au final, on se rend compte que maintenant, les nouvelles réglementations y oblige également, donc on est sur la bonne voie, même en inventant de petits projets modestes comme celui-ci. Ce sujet du recyclage, de nombreux pays s'en emparent et notamment en 2011, ici, on a un projet qui a été réalisé dans le cadre d'une exposition qui s'appelle Recycle et c'est une villa éphémère, donc construite, là c'est une cuisine qui est construite à partir de bouteilles en verre. Il y a des chambres qui sont réalisées en porte de voiture et le toit, comme on le voit ici, est en bidon d'essence. Donc ça semble vraiment des matériaux dépréciés, un bidon d'essence, mais c'est du métal, ça peut avoir une seconde vie, donc c'est intéressant de proposer, de monter, de faire des projets, de démontrer ce qui peut être produit. Et même ces portes qui ont des hauteurs irrégulières, la façon dont l'ensemble de la façade est composé, cela leur donne finalement une harmonie d'ensemble qui est tout à fait intéressante. Et d'ailleurs, donc ces bidons d'essence qui sont souvent très dépréciés, déconsidérés, ont des couleurs, par exemple rouge, vert, orange, bleu, qui dans ce projet-ci sont valorisés, on le voit par l'éclairage. Donc pendant la nuit, cela donne en plus une diversité chromatique qui est vraiment intéressante à ce modeste bâtiment.
Alors ici, nous sommes devant un bâtiment prestigieux qui est le siège du Conseil de l'Union européenne à Bruxelles. Et on aurait pu, bien évidemment, imaginer un bâtiment avec des matériaux tout neufs, prestigieux, mais l'idée de l'architecte, ça a été que ce bâtiment puisse exprimer justement l'union de l'ensemble des pays. Donc il a conçu une façade qui est composée plus précisément de fenêtres provenant de tous les pays de l'Union européenne. Donc ce sont des fenêtres en chêne. Alors cela aurait pu être très disparate, mais il y a eu un travail très fin de composition et on en arrive donc à cette remarquable façade qui, au niveau symbolique, exprime vraiment ce que l'on peut faire en réunissant nos forces et nos compétences. Alors, dans un esprit similaire, mais un contexte complètement différent, nous sommes ici à Saint-Denis et c'est une structure d'hébergement qui a été installée par Emmaüs. On est au bord d'un périphérique, donc il y a des problèmes de bruit. Et l'idée, ça a été de compléter ces bâtiments Algeco qui sont d'anciennes baraques de chantier, en fait, par une seconde façade un petit peu à distance, composée elle aussi de menuiserie de récupération, comme on l'a vu sur le projet précédent, mais évidemment l'aspect est beaucoup moins prestigieux. Et ce vide permet à la fois un effet de serre, et on voit en plus qu'il est utilisé pour y installer des plantes vertes qui agrémentent aussi le centre d'hébergement, et pour permettre aussi une sorte d'espace tampon entre ce bruit de la circulation automobile. Alors, parfois, on renonce à utiliser des matériaux qui seraient en bon état, simplement parce qu'ils ne correspondent pas précisément à la demande initiale. Donc, c'était le cas pour ce projet. Vous voyez ces immenses vitrages qui, en fait, devaient être extra clairs. Le marché de travaux avait exigé qu'ils soient extra clairs. Et le musée a considéré, le musée près de Strasbourg pour lequel ils étaient destinés, a considéré qu'ils ne l'étaient pas suffisamment. Donc une personne a eu l'idée de récupérer ces grands vitrages qui allaient être jetés et de concevoir sa maison en fonction de ces grands vitrages. Alors, par contre, là, il y a eu une difficulté, c'est qu'ils sont tellement immenses et tellement lourd que cela posait un problème à l'assurance pour le transport et la pose. Cela engendrait un surcoût très important, ce qui fait que ça a été le point faible de ce projet. Mais par contre, donc le propriétaire a dû, qui faisait ce projet en autoconstruction, a pris à sa charge le transport et la pose sans prendre d'assurance. Mais quand on voit le résultat final, on voit bien là aussi comment, à partir d'une contrainte, les dimensions vraiment exceptionnelles d'un vitrage, il a pu réaliser une maison contemporaine qui a un aspect vraiment très intéressant d'un point de vue architectural. Alors ce projet, là aussi, est un exemple de petits projets extrêmement modestes, mais qui vont contribuer à l'échelle d'un territoire spécifique à l'impact environnemental, à réduire en tout cas l'impact environnemental du bâtiment. Donc en Mongolie, la saison au cours de laquelle on peut cultiver est vraiment très réduite. Cela pose des problèmes pour produire les fruits et les légumes. Et d'autre part, dans ce secteur, on n'a pas forcément les moyens de faire venir des serres, c'est très onéreux. Donc là, c'est un projet vraiment qui semble très, très modeste, mais qui a eu un grand intérêt pour cette commune et pour ce territoire, et qui a valu à son propriétaire une distinction, parce qu'il s'est rendu compte que chez son carrossier, il y avait des tas de pare-brises entassés, des pare-brises qui tous avaient été fissurés ou étaient abîmés. Et il a demandé à son carrossier s'il pouvait les récupérer. Et à partir de ces pare-brises, il a créé cette serre, donc qui est avant tout évidemment un bâtiment fonctionnel, mais qui a permis, donc, qui a eu une action par l'usage des matériaux de réemploi, cette démarche généreuse de mettre cette serre à disposition des habitants. Ça a permis de replanter plusieurs parcelles du village et de lutter également contre la désertification galopante. Donc,
Ce projet semble vraiment très, très simple. On se dit que son aspect, évidemment, n'est pas exceptionnel, mais il a eu un retentissement considérable à l'échelle du territoire. Alors, ce genre de projet de réemploi est rendu encore plus facile quand on a, par exemple, comme dans ce cas ici, un même maître d'ouvrage. Donc là, c'est la ville de Toronto et qui a deux bâtiments civils. Et elle va donner au Student Center de l'Université de Toronto la structure acier des anciennes terrasses d'exposition du Royal Ontario Museum. Donc cette structure qui en fait permettait de supporter les terrasses est réutilisée différemment pour constituer la charpente de ce bâtiment universitaire et avec une innovation complète au niveau de sa forme par rapport à la forme précédente. Et là encore, c'est une réussite architecturale et on voit qu'on peut avoir un bâtiment très contemporain, moderne, avec des éléments de récupération. Alors ici, sur ce projet, c'est la collaboration spécifique entre un architecte, Pierre Charot, également décorateur, et un artiste, Robert Rosewell. Donc Pierre Charot, étant juif, il a choisi de partir aux États-Unis durant la Seconde Guerre mondiale, où il s'est installé, dont il n'est finalement pas rentré. Il a quitté la France. Et pour répondre à la demande de ce peintre qui souhaitait à la fois pouvoir disposer d'une maison et d'un atelier, Pierre Charot va utiliser deux abris en tôle ondulée de forme semi-cylindrique et il va utiliser pour les éclairer une verrière qui provient d'une ancienne serre maraîchère. On voit sur cette photo la qualité du cadre de vie, la qualité de l'aménagement intérieur, alors que nous sommes vraiment dans des bâtiments au départ extrêmement utilitaires. Et ce qui est extrêmement dommage, c'est qu'il reste très peu d'exemples de construction de Pierre Charot. Et le peintre a dû vendre sa propriété. Elle a été rachetée par de nouveaux propriétaires qui ont malheureusement choisi en 1985 de démolir ces bâtiments et qui était pourtant un manifeste architectural de ce que l'on peut proposer avec peu de moyens et qui permet une qualité de vie vraiment très intéressante. Alors parfois, c'est un projet controversé qui va justement se transformer en opportunité pour la construction d'un bâtiment. Ici, donc, nous sommes aux États-Unis, à Lexington, et c'est un projet d'autoroute semi-enterrée qui a été extrêmement décrié parce qu'il représentait un coût astronomique. Il entraînait curieusement une paralysie du trafic. Il y avait des dommages environnementaux, une accumulation de déchets. Donc finalement, ce projet a été abandonné et les grandes dalles porteuses en béton avec une structure acier sont devenues les planchers de cette maison neuve que nous voyons ici. On voit la récupération de la structure acier et des dalles. Et donc on est dans un quartier moderne de Lexington. Et ça a été créé par The Architect Collaborative, l'agence de Walter Gropius. Donc vraiment un excellent projet d'architecture qui va intégrer des éléments sur la base d'un projet complètement décrié et qui aurait été, dans un autre cadre, abandonné à la déchetterie. Alors, ces photos vous parleront probablement parce que nous sommes au Royaume-Uni, à Wellington, et c'est l'un des premiers écoquartiers londoniens qui a été construit avec une ambition zéro carbone. Alors, l'idée là était d'utiliser le réemploi d'acier et ça a été un petit peu difficile de faire accepter ce matériau au départ parce que dans les écoquartiers, on essaye d'utiliser autant que possible pour le bâtiment des matériaux renouvelables comme le bois, la paille et autres. Et dans cet écoquartier, à titre exceptionnel, l'acier a été utilisé parce qu'à 95%, il s'agissait d'acier de réemploi, collecté dans un rayon de 50 km
dans des décharges ou auprès d'entreprises de démolition. Ça, c'est très intéressant à spécifier. C'est que, on le verra avec l'un des derniers projets, c'est que l'intérêt aussi, c'est qu'on n'aille pas chercher les matériaux que l'on réutilise à l'autre bout de la planète. C'est intéressant qu'on essaye de les prendre au plus près du chantier. Et c'est ce qui demande beaucoup d'organisation maintenant. Donc localement, il y a des plateformes qui se constituent de réemploi. Jusqu'à présent, elles étaient souvent virtuelles, c'est-à-dire on pouvait choisir sur Internet des matériaux, mais maintenant elles sont au plus près des territoires. Et cela permet d'aller les chercher dans un petit rayon et de donner plus de sens au recyclage même. Il y a justement, on parlait tout à l'heure des nouveaux métiers émergents dans ce domaine du bâtiment et du secteur du réemploi, comme diagnostiqueurs ou valoristes, qui vont vraiment repérer les éléments qui peuvent être récupérés. Et quand il y a un autre chantier à proximité du projet que l'on a, on va aussi, s'il y a un chantier de démolition, on va envoyer des personnes qui vont essayer d'entrer en contact avec le maître d'ouvrage, avec le maître d'œuvre, pour voir tous les éléments qui pourraient être récupérés pour leur chantier qui se trouve à 2 pas. Donc on essaye vraiment à la fois de l'économie circulaire, mais avec ce souci de limiter le plus possible l'impact environnemental en n'allant pas chercher des matériaux à une trop grande distance. Alors, autre exemple, ici nous sommes à Séville, donc en Espagne. C'est un projet de double récupération. En fait, ce petit bâtiment que l'on voit ici avait initialement été édifié par les étudiants sur le campus de l'université de Grenade à l'aide de tôles métalliques qui provenaient de la toiture d'un édifice public régional. Et une fois utilisé ponctuellement donc à Grenade, il a été récupéré par un collectif à Séville qui défend depuis plusieurs années la récupération des matériaux, l'idée de récupérer des matériaux et l'autoconstruction. Donc, première étape, c'était un édifice public régional transformé en petite structure expérimentale sur le campus et maintenant donc en espace artistique culturel à Séville. Voilà, donc de toute façon les matériaux sont récupérables un nombre illimité de fois, jusqu'à ce que vraiment ils soient trop usagés, mais on peut imaginer plusieurs vies. Et ça me fait penser que les Italiens excellent dans l'art de réutiliser des bâtiments et quand ils ont affaire à un bâtiment historique, un monument historique ou un bâtiment très patrimonial, ils interviennent en pensant toujours à la réversibilité de leurs interventions, parce qu'ils ont une vision à long terme et ils se disent que ce qu'ils font là pour un usage pendant 10, 20, 30 ans pourra sans doute évoluer, qu'il faut respecter les caractéristiques du bâtiment, permettre son évolution. Et là, on est un petit peu dans la même démarche. On réutilise ces matériaux, mais tout en sachant qu'ils pourront peut-être, que ce bâtiment-là pourra être peut-être à son tour, par la suite, redémonté et ces matériaux réutilisés. Donc c'est quelque chose à avoir à l'esprit quand on construit. Sur ce projet, donc, qui s'intitule La Cuisine, qui a été réalisé au Canada, en fait, on va réutiliser des structures qui proviennent de bâtiments désaffectés. C'est un bâtiment industriel qui provenait du centre-ville et qui était désaffecté. Et on voit de plus en plus maintenant, à l'heure actuelle, en France, dans les périphéries des villes, des zones industrielles avec des bâtiments désaffectés et qui ne trouvent pas preneur. Donc là, ce devait probablement être le cas. Et le maître d'ouvrage a choisi un duo d'architectes et d'ingénieurs constructeurs qui étaient très sensibles à la fois à la culture folk, on va voir pourquoi, et qui étaient coutumiers de la récupération de matériaux. Donc cette friche industrielle ce bâtiment a été démonté, toute sa structure porteuse réutilisée, et évidemment dans une forme qui n'est pas du tout celle d'origine. C'est pour créer l'espace cuisine d'un festival de musique. Donc là, avec une zone d'accueil comme une sorte d'immense auvent, qui est le prélude à l'espace où les personnes peuvent se restaurer.
Donc là, il a fallu évidemment travailler avec les ingénieurs parce que dans ce genre de projet, il faut s'assurer de la qualité des poteaux, des poutres et s'assurer que ces éléments peuvent être utilisés en toute sécurité. On ne prend pas n'importe quel matériau et on les réutilise. Il faut vraiment au début faire un très bon diagnostic de leur qualité intrinsèque. Certains projets ne peuvent être rendus possibles que grâce à l'utilisation de matériaux de récupération. C'est l'exemple de cette école en Allemagne, qui est une école qui utilise les principes pédagogiques Steiner, donc pour les enfants handicapés ou en rupture scolaire. Et le projet là, du maître d'ouvrage, c'était de créer un espace de rencontre dans cette école, une salle de rencontre. Et donc, ils ont fait appel à la générosité des parents, ce qui a permis l'achat de 2 grands entrepôts préfabriqués qui appartenaient à une usine Porsche à Stuttgart. Et ces éléments préfabriqués ont été complètement recomposés. Vous voyez, on a fait une charpente en étoile qui est vraiment très intéressante. Et donc, ce qui a permis la réalisation de cette salle de spectacle pour les pratiques artistiques quotidiennes qui occupe une grande place dans l'enseignement Steiner. Donc là, ce qui a été très long, c'est qu'il a fallu extraire de ces planches tous les clous rouillés, donc ça a représenté beaucoup de main-d'œuvre. Mais par contre, on voit que le résultat est vraiment très intéressant et le projet n'aurait pas pu se faire sans le recours à ces matériaux de réemploi. Alors ici, nous sommes à Sydney, en Australie, et en Australie, il y a beaucoup de granges, de bergeries qui sont construites avec les matériaux que l'on trouve le plus facilement, donc des vieilles tôles ondulées, et qui ont un aspect qui vieillissent au fil des intempéries, qui rouillent, donc qui se dégradent peu à peu. Et là, l'originalité de ce projet, c'est que nous voyons l'état initial de cette maison dans ce quartier de Sydney, qui est maintenant un quartier très huppé. C'était une maison qui avait été constituée avec des bardages, un habillage de barres de tôle comme ça ondulées, très, très usagées et vraiment vieillies. Et vous voyez maintenant l'allure de ce quartier, et le propriétaire de la maison construite à l'emplacement de celle-ci a revendiqué au contraire ce qu'il considère comme faisant partie de l'histoire de l'Australie, avec ces vieux bâtiments à destination agricole, et faisant partie encore plus de l'histoire des lieux, avec cette construction qui était implantée sur le terrain avant la maison. Donc il a fait un projet très contemporain, mais en façade, en affichant, c'est vraiment comme si on affichait cet esprit, cette histoire, et en laissant apparent, justement, en les fixant avec des procédés de fixation pour que ça ne s'abîme pas, mais en laissant apparent ces couleurs différentes, ces niveaux d'usure différents. Il paraît que ça déplut à certains propriétaires du quartier parce que maintenant c'est devenu un quartier un petit peu chic et huppé et qui ne comprenait pas la démarche. Là encore, on voit qu'on part d'une contrainte et on affirme un parti contemporain avec une esthétique que l'on pouvait vraiment difficilement imaginer au départ. Alors tout à l'heure, nous avons vu les grands vitrages refusés par les musées de Strasbourg parce qu'ils n'étaient pas extra clairs. Sur ce projet, ces grands bardages que nous voyons, métalliques, étaient destinés à un centre commercial de Disneyland Paris. Et le maître d'ouvrage les a refusés parce que ça n'était pas tout à fait les teintes qui avaient été commandées initialement. Mais avant de les refuser, ils avaient été mis en place. Donc toutes ces tôles, tous ces éléments étaient percés, donc difficilement réutilisables. Et ce qui a été décidé, donc, ces éléments ont été récupérés par l'Académie nationale contemporaine des arts du cirque à Saint-Denis, qui a créé l'école de Plain-Pied. Et finalement, ces éléments ont été assemblés en les chevauchant, en les faisant se chevaucher, de façon à ce que ces trous qui ont été faits ne provoquent pas de corrosion ou de dégradation des matériaux.
Et donc, cette phrase est intéressante. Je me suis souvenu de ce que l'on fait dans les bidonvilles où l'on y assemble les tôles par recouvrement pour cacher les trous. C'est-à-dire, quand on a peu de moyens, on trouve des astuces. On est débrouillard. Et là, c'est vrai qu'en référence au bidonville, on a trouvé de l'astuce pour pouvoir malgré tout réutiliser ces éléments qui, là aussi, auraient été éliminés sans possibilité de récupération, alors que c'était des éléments neufs. Alors, ici, nous sommes à Strasbourg et c'est un projet d'habitat participatif qui a été réalisé en 2004. Alors, c'est extrêmement astucieux parce que le bâtiment lui-même a été construit à base d'éléments préfabriqués, mais ce qui est extrêmement astucieux, c'est que on voit ici cette palissade de chantier et au fur et à mesure de la construction du bâtiment, quand on n'avait plus besoin de la palissade pour sécuriser le chantier et délimiter l'espace public, on a récupéré les planches de la palissade pour habiller en fait toutes les façades du côté de la cour intérieure. Donc c'est évolutif sur le site même, c'est un second usage de ces planches. Donc c'est assez intéressant et inédit parmi tous les projets que nous avons vus. Et d'autre part, donc, il y a des chutes des panneaux en bois massif qui ont été réemployés pour les marches de l'escalier intérieur de ce projet d'habitat. Alors ce projet assez impressionnant se trouve à Bali, en Indonésie, à Seminyak précisément, et il s'agit d'un club balnéaire de luxe, comme il y en a beaucoup à Bali, si ce n'est que la particularité de celui-ci, le parti pris architectural du maître d'œuvre qui a souhaité proposer une façade habillée uniquement de menuiserie en teck XVIIIe siècle provenant de tout l'archipel indonésien. Donc on le voit, l'effet est vraiment spectaculaire et ce bâtiment, une fois qu'on l'a vu, on ne peut pas l'oublier, mais l'architecte a eu quand même quelques difficultés à le faire accepter par le maître d'ouvrage parce que compte tenu de la nature commerciale de l'établissement, de l'emplacement privilégié également du projet, cela semblait étonnant d'utiliser des matériaux anciens au propriétaire de l'établissement et il avait peur que ça donne une idée un petit peu de pauvreté ou d'incohérence et au contraire on voit que c'est un projet absolument magnifique et qui permet aussi de sauver toutes ces menuiseries qui auraient été très probablement détruites et qui constituent une partie du patrimoine architectural local. Alors, c'est un projet là d'étudiants en architecture sur le thème construire au temps des dérèglements. Les étudiants en architecture sont de plus en plus confrontés à ces thématiques du dérèglement climatique, d'innover du fait des pénuries de matériaux. Ils sont de plus en plus sensibilisés à ces questions. Et là, ces étudiants de l'école d'architecture de Bretagne sont allés passer une semaine dans un campement de Rome précaire. Et après cette expérience, ils ont décidé de construire ce petit bâtiment qu'ils intitulent bâtiment sans programme, mais qui comporte ce dont ils ont très probablement manqué pendant leur séjour, c'est-à-dire une salle d'eau communautaire. Dans ce cadre-là, le bâtiment a été construit avec des bois de caisse de déménagement, des fenêtres qui étaient considérées comme déclassées, c'est-à-dire qu'elles étaient utilisables mais ne correspondaient pas à ce qui était attendu dans le bâtiment initial. Et comme on le voit ici, au niveau de la toiture, des panneaux signalétiques qui provenaient d'une course cycliste et qui allaient être ensuite jetés. Donc on voit qu'il suffit de changer aussi un petit peu notre perception des choses, de se rendre compte qu'il y a des personnes qui sont confrontées à des problèmes que dénonçait déjà l'abbé Pierre dans les années 50 au niveau du logement, qui sont dans un inconfort critique. Là ce matin j'entendais à la radio que de plus en plus de jeunes vont se laver dans des bains-douches. Des jeunes qui ont pourtant un logement mais qui cherchent à faire des économies
à ce niveau-là. Et il me semble donc que ces initiatives d'étudiants en architecture sont très intéressantes à suivre parce qu'ils sont sensibilisés dès leurs études et ils ne construiront pas, bien évidemment, comme les architectes qui ont construit pendant les 30 Glorieuses et après. Alors ici, nous sommes en Norvège et c'est un immeuble de bureaux sur lequel il y avait un projet de rénovation très ambitieux à énergie positive. C'est-à-dire que l'ensemble du cycle de vie des matériaux doit être pris en compte depuis la production jusqu'à l'élimination du bâtiment. C'est ce qu'on appelle l'énergie grise. Et dans ce cas-là, dans le cadre de la rénovation, ces éléments que l'on voit en vert fumé du mur rideau ont été prélevés et réutilisés pour constituer des cloisons intérieures. Donc en modifiant évidemment leur positionnement, ils sont passés du positionnement horizontal à la présentation verticale. Comme vous le voyez, nous voyageons beaucoup au travers de cette exposition. Et ici, nous sommes en Suède, dans une ancienne usine textile, et les architectes ont dû installer à l'intérieur de cette ancienne usine une agence de presse. Alors, ils ont trouvé dans d'anciens locaux de leurs clients des piles de vieilles revues accumulées. Alors, ce projet nous rappelle le projet qui a permis de réutiliser des piles de moquettes. Ici, donc, ces piles de magazines non lus et non utilisées ont été réemployées pour former des cloisons. Donc, là aussi, on arrive à avoir un effet esthétique qui est très intéressant. Et les revues sont tout simplement empilées du sol au plafond. Donc c'est vraiment, pour une agence de web design et de conception de magazines, c'était une idée vraiment extrêmement originale et intéressante. Ici, nous sommes à Nantes et c'est ce que l'on appelle le lieu unique. Le lieu unique, en fait, c'est l'ancienne usine de fabrication des biscuits LU. Donc le LU est devenu lieu unique et c'est un centre culturel qui est absolument magnifique, qui comporte à la fois un restaurant, une salle de spectacle, des salles de réception. Enfin, c'est vraiment un magnifique bâtiment. Et il illustre la démarche que l'on retrouve de plus en plus souvent, c'est-à-dire dès le départ du projet, l'architecte va solliciter soit les habitants, soit les entreprises pour qu'elles contribuent en proposant des matériaux si elles en ont à disposition, si elles ont connaissance de matériaux à disposition. Donc là, les entreprises, certaines ont fourni des planches de bateau, puisque nous sommes à Nantes, des planches qui n'étaient plus utilisées, des vitrages déclassés. Et on a aussi utilisé pour la terrasse du restaurant des traverses de chemin de fer. Donc là, on voit les personnes qui sont en train de traiter ces planches de bateau, parce qu'évidemment, quand on réutilise du bois, un traitement est absolument indispensable. Par contre, dans ce projet, le petit point qui me semble un petit peu négatif, c'est qu'on a également utilisé pour la correction acoustique des bidons d'acide, mais des bidons qui avaient été exportés au Mali et qu'on a rapatriés sous le statut d'œuvre d'art pour assurer la correction acoustique. Donc là, on rejoint un point qui a été abordé précédemment. C'est vrai que là, quand on voit le trajet subi par ces fameux bidons expédiés dans un premier temps en Afrique, puis que l'on récupère ensuite sous le statut d'œuvre d'art, ça donne quand même à réfléchir sur notre conception de ce qu'est une œuvre d'art et sur le coût que tout cela représente et le coût environnemental. Donc là, il me semble que c'est le seul point critique que l'on peut avoir sur ce projet qui, par ailleurs, est vraiment une réussite. Là, ce bâtiment est exceptionnel, surtout que des bâtiments comme le lieu unique, donc une usine comme celle-ci, c'était des lieux où il y avait une vie sociale très importante.
C'est un petit peu un projet qu'on pourrait rapprocher à l'heure actuelle à Arles, donc de l'appropriation des anciens ateliers SNCF par la Fondation Nouma. C'était un lieu, donc ces lieux de vie industrielle, d'activité ouvrière, qui étaient très importants pour la ville et qui étaient des lieux de rassemblement, des lieux identitaires. Et donc maintenant, c'est l'art qui transforme complètement ces lieux, mais qui assure leur fréquentation et qui permet à ces lieux de redevenir aussi un lien entre les habitants. Donc la Fondation Nouma, qui a créé, avec Franck Guéry, qui a créé cette tour qui devient emblématique de la ville d'Arles, et ce grand parc urbain aménagé sur les anciens entrepôts de réparation des locomotives vapeur SNCF. Voilà. En accompagnement de cette exposition, nous avons souhaité proposer 2 conférences que nous intitulons au CAE de l'Hérault Parole 2. Donc, Parole de beaux biologues, nous avons fait appel à Isabelle Bardy, qui est venue présenter la question du réemploi de façon générale, et en présentant bien les définitions qui sont en vigueur aujourd'hui entre recyclage, réutilisation et réemploi. Ce sont des nuances importantes à connaître qui ont été définies par la loi. Et d'autre part, une autre conférence sous forme de table ronde dédiée aux acteurs locaux du réemploi dans le bâtiment, parce que c'est vraiment important de les faire connaître. Pour certains, ils œuvrent depuis 3-4 ans, et de montrer à la fois ce que fait Envirobat. C'était important de savoir tout ce que Envirobat développe, notamment en action de formation, mais également donc des entreprises telles que Caprionis, la plateforme de matériaux MRBC, ou des cabinets d'études comme Cycles et Sources, qui viennent expliquer ce qu'ils font sur le terrain concrètement pour que les professionnels présents et le grand public puissent non seulement s'approprier, comprendre de mieux en mieux cet enjeu, mais en plus voir les pistes qui sont proposées au niveau local. Parce que on sent bien qu'avec la mise en place de ces réglementations qui sont maintenant des obligations, ce processus de réemploi qui pouvait sembler anecdotique et marginal, maintenant va être une règle qu'il va falloir vraiment prendre en compte dans tout projet, dans tout chantier. Donc cette exposition et ces conférences sont proposées dans le cadre de la mission de sensibilisation du CAE, mission qui fait partie des 4 missions essentielles qui lui ont été confiées par la loi de 1977 sur l'architecture, et qui donc nous incite à proposer à la fois au grand public, mais aussi aux professionnels, aux associations, aux particuliers, des sujets de réflexion sur les thèmes incontournables dans nos 3 domaines de compétences, l'architecture, l'urbanisme et l'environnement.